Ok, bon, ben donc, je vais commencer. Bon, pendant l'entre-deux-guerres, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un essor des dictatures avec la Pologne, le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, la Russie, la Yougoslavie, voire la France avec le régime de Vichy, etc. Il y a eu beaucoup de dictatures qui se sont créées. Et souvent, on a tendance à personnifier l'histoire, donc à considérer que les dictatures sont dues aux dictateurs et que le dictateur est au centre de ces dictatures-là. On voit par exemple apparaître ce qu'on appelle des uchronies, donc des livres avec des réalités parallèles, où est-ce que par exemple Hitler aurait réussi à rentrer à l'école des beaux-arts, et du coup la Deuxième Guerre mondiale n'a pas eu lieu, et tout a bien été pour l'Allemagne. La réalité est un peu plus complexe que ça. L'Allemagne était, on verra pourquoi, était dans un contexte où elle était prête pour qu'il y ait un totalitarisme. C'est beaucoup une question de contexte. Et Hannah Arendt, c'est une penseuse qui a consacré sa vie à chercher à s'expliquer ces contextes-là et les raisons pour lesquelles un totalitarisme peut se développer. Et donc elle dit « Il n'est pas davantage possible d'attribuer la popularité de Staline et Hitler à la victoire d'une propagande mensongère et bien orchestrée sur l'ignorance et la stupidité. » Donc c'est pas seulement Hitler qui est arrivé seul avec la propagande qui a convaincu tout le monde, ça prenait une population qui soit mûre pour ça. Donc Hannah Arendt va se concentrer dans le livre que je vais vous présenter sur le totalitarisme et non la dictature en général. Donc elle considère que les seuls deux régimes totalitaires sont ceux d'Hitler et Staline. Et pour m'arrimer avec ce qu'on a appris en cours, je vais laisser tomber Staline et seulement me servir du régime nazi comme exemple. Donc Hannah Arendt, c'est une femme juive qui a fui le régime nazi pour aller aux États-Unis. Et à partir de là, elle a écrit la plupart de ses textes qui sont de la théorie sur la sociopolitique moderne. Et notamment, elle a beaucoup parlé des régimes totalitaires. Et je trouve que ce qui relève vraiment de l'exploit chez elle, c'est que malgré que les nazis aient détruit sa vie, tué probablement bon nombre de ses connaissances, etc., il n'y a pas de on ne ressent pas que sa pensée est guidée par la rancune. C'est vraiment, elle essaye de se mettre dans la peau du nazi, de vraiment comprendre et d'expliquer comment c'est possible de manière beaucoup plus objective. Et cette façon-là de travailler lui a aussi valu beaucoup de controverses, parce que beaucoup de ses compatriotes lui ont reproché, par exemple, d'être complaisante envers les nazis. Donc je vais juste vous montrer un petit bout de film, un film sur sa biographie. Et là, c'est le film, en fait, on met en scène le moment où elle est allée voir le procès d'Eichmann à Jérusalem. Vous vous rappelez un peu de Eichmann? Cool. Et voilà, donc on va voir un tout petit bout du procès et ensuite on va voir un débat entre elle et d'autres juifs de Jérusalem. Donc voilà. Auch in der Zeit, denke ich mir, in der Zeit Erziehung, also weltanschauliche Erziehung, Drill und diese Sachen. Eichmann kein Antisemit? Was ist denn das für ein Humbug? Du hast ihn doch selber gehört, er hat nur dem Gesetz gehorcht. Er hätte jedem Gesetz gehorcht. Aber ich bitte Sie, jeder, der in die Partei eingetreten ist, dazu als SS, war ein überzeugter und bösartiger Antisemit. Er schwört, er habe nie einen Juden persönlich verletzt. Das kann er lange behaupten. Aber ist es denn nicht interessant, dass ein Mann, der alles getan hat, was ein mörderisches System von ihm verlangt hat, der sogar eifrig genaueste Details über seine feine Arbeit ausbreitet, darauf besteht, dass er persönlich nichts gegen Juden hat. Falsch, er lügt nicht. Hanna, du gehst ihm auf den Leim. Er behauptet, er hätte nicht gewusst, wohin die Züge fuhren. Glauben Sie das etwa auch? Für ihn war es unwichtig, das zu wissen oder nicht. Er beförderte Menschen in den Tod, aber er fühlte sich nicht verantwortlich dafür. Denn einmal die Züge in Bewegung gesetzt, war seine Arbeit getan. Ach, und er meint deswegen aber ja keinerlai Schuld an dem, was danach mit den Menschen geschah, die von ihm befördert wurden. Ja, genau so sieht er es. Er ist Bürokrat. Donc voilà, comme vous voyez, c'est une personnalité assez forte. Ça se voit aussi
dans ses entrevues, etc. Donc je reviens à mon point. Voilà. Alors, donc comme je vous dis, je vais insister sur le livre Les origines du totalitarisme, qui est divisé lui-même en 3 tomes. J'ai lu seulement le 3e tome, le totalitarisme, et je vais insister sur le chapitre 11, section 2, l'organisation totalitaire, parce que il offre un bon potentiel de synthèse de ce que Hannah Arendt explique, et nous donne aussi l'occasion d'explorer d'autres concepts qui sont dans d'autres chapitres et qui vont être nécessaires à expliquer celui-là. Donc je vais d'abord commencer par expliquer ces concepts-là, la société de masse dont on a déjà parlé en cours, la fiction totalitaire et ensuite la nécessité du mouvement. Et ensuite je vais rentrer dans le vif du sujet avec l'organisation totalitaire et je vais expliquer la hiérarchie totalitaire un peu en passant du plus bas vers le plus haut. Donc les masses, après qu'il y ait eu l'industrialisation, il y a eu une grosse exode vers les villes, une grosse augmentation de la densité de population, l'aliénation à travers le taylorisme, etc. Donc l'individu a commencé à ressentir une toute nouvelle expérience de la foule qui n'avait jamais existé avant, dans laquelle on est dans la rue, on est un anonyme, et il y a des millions de gens autour de nous qu'on ne connaît pas, on est loin du village où tout le monde se connaissait, on n'a plus de groupe de rattachement, donc on a une foule d'individus perdus qui ont besoin d'un sens en tant que groupe, donc qui sont faciles à embrigader et qui n'ont pas d'intérêt de groupe à défendre, donc qui sont aussi faciles à uniformiser. En fait, c'est une désintégration de la société qui crée une masse qui est en fait beaucoup plus facile à contrôler. Ensuite, la question de la fiction totalitaire. Hannah Arendt explique que tout système totalitaire a besoin d'une idéologie, c'est-à-dire d'un principe de base qui va servir de moteur au régime. Donc c'est une vérité fondamentale sur laquelle ils vont construire tout leur système. Dans le cas des nazis, par exemple, c'est l'historicisme de race. Donc l'histoire, c'est comme l'évolution des espèces, sauf que c'est des races qui luttent pour leur survie, la race la plus forte va survivre. Donc ils considéraient qu'ils faisaient seulement accélérer l'histoire en exterminant les races les plus faibles et permettre un meilleur filtrage. Donc dernier élément, c'est le mouvement. Donc la fiction totalitaire a des prétentions scientifiques, elle a des prétentions universelles donc et absolues par définition. Donc ça fait que le mouvement ne peut pas arrêter d'avancer, il ne peut pas, par exemple, se limiter aux frontières de l'Allemagne et ensuite exister dans un monde avec une pluralité de visions du monde, etc. Parce que ce serait avouer que cette fiction-là qui s'invente n'est pas une vérité absolue, et ça va ouvrir la porte à l'émergence de nouvelles pensées au sein même du régime. Donc le totalitarisme, par définition, est toujours expansionniste, et il a besoin d'un mouvement perpétuel pour répondre à la fiction, parce que cette fiction-là consiste à l'amener toujours vers l'avenir. Par exemple, on a les Juifs au début qui ont été exterminés, ensuite on commençait à passer aux Polonais, et Hitler, au moment de la défaite, commençait même à considérer d'exterminer certains sous-groupes, certains sous-phénotypes au sein même de la population allemande pour se rapprocher de la race aryenne. Donc voilà, on va passer au vif du sujet, comme je disais, avec l'organisation totalitaire, qui est vraiment différente d'une dictature traditionnelle, pour plusieurs raisons, on va le voir. Notamment que dans une dictature normale, le pouvoir est délégué selon une hiérarchie stable, donc le pouvoir est passé d'un étage à l'autre, et le général va avoir son propre pouvoir, tout comme Enfin bref, je vais expliciter ça plus tard. Alors que dans... Hitler a dit... En fait, Hitler fut le premier à déclarer que chaque mouvement devait être divisé en 2 catégories, sympathisants et membres du parti. La raison de ça, c'est qu'il fondait cette division sur une philosophie plus générale, suivant laquelle la plupart des gens étaient trop paresseux et lâches pour dépasser le pur aperçu théorique. Seule une minorité est prête à se battre pour ses convictions. Donc on a les membres du parti qui font le cœur du mouvement, et il y a les sympathisants qui sont autour et qui appuient ce mouvement-là sans y consacrer nécessairement toute leur vie.
Et là, dans cette description-là, on leur donne un peu un air de lâcheté, un peu d'inutilité, mais en fait, ils ont vraiment leur propre fonction qui est super importante. D'abord, ce cercle de sympathisants-là va atténuer le choc entre la fiction que les membres croient et le monde extérieur, qui est absolument différent de cette fiction-là. Et ça donne l'impression aux membres du parti que le citoyen normal, en fait, est d'accord avec eux. Et donc, ça va créer une espèce de progression vers le monde extérieur. Et à l'inverse, ça va présenter au monde extérieur. Quand je dis monde extérieur, c'est pas à l'extérieur de l'Allemagne, c'est à l'extérieur du régime, donc tous ceux qui n'ont pas encore adhéré au régime. Parce que comme je disais, les frontières du pays, ils ne le considèrent pas de toute façon, le monde leur appartient tôt ou tard. Donc, à l'extérieur du mouvement, ça offre une image moins fanatique, plus acceptable, plus appréciable, et ça permet plus facilement d'absorber les gens et d'avoir cette expansion-là, de plus en plus de sympathisants. Donc, en gros, les sympathisants viennent entourer le mouvement d'un brouillard de normalité, on va dire. Et cette relation-là va se répéter à différents niveaux. À l'intérieur même des membres du parti, par exemple, il y a les militants et les membres ordinaires. Les membres ordinaires qui ont quand même une vie à l'extérieur, qui ont leur propre vie privée, leur propre métier, tandis que le militant va consacrer toute sa vie au parti. Et chaque couche est liée et en même temps séparée des couches qui sont voisines. Et ça fait une espèce de dégradé, un choc progressif entre la fiction et la réalité, comme en fait, c'est comme une hiérarchie en couches d'oignons, en fait. Et ce schéma-là peut se répéter indéfiniment. À l'intérieur, on crée plein de sous-couches. Comme par exemple, les SA éventuellement ont été séparés des SS. Les SA ont été plus ou moins éliminés avec la nuit des longs couteaux. Et les SS, peu à peu, ont été séparés en plusieurs sous-groupes qui avaient de plus en plus d'importance dans la hiérarchie. Et du coup, le SS régulier, une fois que les deux autres l'ont surmonté, il se sentait comme un SA se sentait avant par rapport au SS en général. Et, ou par exemple, comme un sympathisant peut se sentir vis-à-vis d'un membre du parti. Donc, plus on est loin du centre, moins on a d'informations, moins on est considéré comme important. Et cette structure-là en couche d'oignon, ça permet de contrôler les forces exécutives, parce que dès qu'un groupe commence à vaciller, on peut l'éloigner du centre et entretenir le dégradé. Ça maintient aussi l'instabilité du mouvement. On a dit que le mouvement avait besoin de toujours être en mouvement, justement. Donc, ça permet cette évolution-là. Et ça maintient l'effet de masse, parce que comme la hiérarchie est tout le temps en train de changer, il ne se crée pas de clique au sein du mouvement qui pourrait tenter une révolution de palais. Donc, ça maintient l'effet de masse à l'intérieur même du mouvement. Et l'effet de masse, c'est super important pour permettre le totalitarisme. Et de toute façon, les révolutions de palais sont... pour ainsi dire, impossible à cause du dernier point dont je vais parler, c'est le principe du chef. Le chef a un rôle très particulier dans le totalitarisme qui le différencie encore une fois du despotisme. C'est que déjà le chef est séparé du reste du mouvement par le cercle des intimes. Donc dans le cas de Hitler, il y avait sa femme, quelques amis proches, Himmler, Goebbels, donc des gens très proches de lui qui vont le séparer des autres et faire qu'il demeure intangible en fait. C'est le contraire des démocraties où est-ce qu'on va étaler la vie privée des dirigeants au grand jour. Lui, il faut qu'il reste un peu intouchable. Et autre chose qui est particulière, c'est que chacun des membres de l'exécutif et de l'armée, etc., incarne la volonté du chef. Donc, alors que le despote peut vraiment profiter des erreurs de ses subalternes pour s'en servir comme bouc émissaire et s'en laver les mains, le chef, dans un régime totalitaire, ne peut pas tolérer qu'on critique ses subordonnés parce que, justement, ils sont l'incarnation de sa volonté à lui. Donc, premièrement, personne n'a l'expérience d'une situation où il doit être responsable de ses actes parce qu'on agit toujours au nom du chef. Et aussi, chaque personne, quand il est face à un SS, par exemple, a l'impression d'être face au chef lui-même, parce qu'il n'y a pas cette pyramide de délégation du pouvoir et de la responsabilité. Il y a juste une hiérarchie super déstabilisante, super mobile entre la base et le haut.
Et dans ce brouillard-là, ben, il y a juste l'image intangible du chef qui en ressort. Et donc, du coup, le chef ne peut pas être renversé parce que même ses intimes et ceux qui sont proches du sommet du pouvoir savent que la figure de ce chef-là est super importante au sein même de la fiction qui permet à leur régime d'exister. Donc, si le chef tombait, ben, ce serait tout le décor qui tomberait. Donc, ça donne aussi une stabilité au chef. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que je parle? Je suis à combien de minutes? Ok. Ben, d'accord. Je vais laisser tomber le rideau de fer. Et il y a peut-être une dernière chose, c'est que tous les gens qui font partie d'un mouvement totalitaire sont... En fait, ce qui permet à ce régime d'exister, c'est une espèce de mélange entre le cynisme et l'incrédulité au sein de chaque personne. C'est toujours mélangé, mais plus on approche du centre de l'oignon, plus on est dans le cynisme. Donc, en gros, ce que ça veut dire, j'ai dit incrédulité, mais je veux dire crédulité, pardon. Crédulité, c'est de croire sur parole au mensonge du chef et à la fiction et à l'infaillibilité du chef, et le chef a toujours raison. Le cynisme, c'est entendre le chef mentir, savoir qu'il ment, et trouver que c'est un beau mensonge et que c'est une preuve d'intelligence tactique. Et donc, plus on va s'approcher du chef, plus on va être dans le cynisme, plus on va être dans la confidence de ce que le chef veut vraiment faire. Et plus on va... Il y a comme une espèce de hiérarchie du mépris aussi, parce que chaque couche va un peu mépriser la couche inférieure parce qu'elle n'en sait pas autant que lui, et donc avoir un sentiment de supériorité, une fierté d'être de plus en plus près du chef. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'autres choses dans ce livre-là. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à le lire. C'est une femme super intelligente. Et merci pour votre attention. Ouais, j'ai peut-être pas utilisé le bon mot, mais je voulais dire d'autres personnes juives avec qui elle discutait dans l'extrait du film. Ouais, c'était d'autres juifs qui ont survécu à l'Allemagne nazie et qui s'étaient réfugiés en Israël par la suite. C'est aussi congénère. Congénère. C'est pas une question de nationalité. Ouais, c'est ça. Ouais, pardon, j'aurais pas dû enlever le truc. Je vais te le mettre ici. En gros, quand le parti nazi n'était pas encore au pouvoir, ils avaient la SA qui leur servait de groupe paramilitaire. Là, on voit plus, ça. Ouais, je peux le remettre. On avait la SA qui leur servait de groupe paramilitaire. Et éventuellement, il y a la SS qui a été créée. La SS était sous Himmler, alors que la SA, c'était plus Rohr qui était en contrôle. Et Rohr a commencé à avoir... Röhm, pardon. Ouais. A commencé à avoir il n'était pas tout à fait... Hitler ne le trouvait pas à son goût pour différentes raisons. Et Hitler a décidé de faire la nuit des longs couteaux, dans laquelle, comme vous savez, il a éliminé plein d'officiers SA, etc. Donc le SS a pris le dessus. Et le SS, ensuite, peu à peu, ils ont rajouté plein de sous-couches dans la hiérarchie SS. Avant, on était SS ou on n'était pas SS, tout simplement. Et après, il y a eu les troupes de choc, il y a eu la garde rapprochée d'Hitler, etc. Donc il y a eu plein de couches qui se rajoutaient par-dessus. Et du coup, ceux qui avaient le prestige d'être des SS devenaient un petit peu moins prestigieux, qui étaient des SS quand même, mais il y avait un SS qui était meilleur qu'eux. Donc à chaque fois, il y a moyen de rajouter des sous-couches. Puis dans votre livre, quand on parle d'organisation, on dit l'ASS, c'est féminin,
Ah, pardon. Quand on parle d'un membre, on dit deux. Ok. Dans votre organisation, il y a visiblement donc, les SS qui forment la garde rapprochée de Hitler. Il y a la Waffen-SS qui est intégrée à l'armée allemande, qui forme une véritable organisation en rapport avec les camps de concentration. Et à l'intérieur, vous avez l'élite qui consiste à la SS tête de mort, en toute une porte, et puis les SS ordinaires, on va dire, vous avez dirigé, moi je dirais plus ordinaire. Ouais. Et aussi l'autre intérêt des SS, c'était, comme c'était paramilitaire, c'était une armée illégale, ben, ça permettait de passer, contourner le traité de Versailles qui obligeait l'armée nationale à avoir maximum 100 000 hommes. Ça, c'est donc la SS a été un moyen, à un certain moment, de contourner le traité de Versailles. Contourner le traité de Versailles. Une autre question. Parmi les autres aussi, vous pouvez poser des questions. Vous avez le droit aussi de faire des remarques positives sur l'exposé, notamment quelque chose qu'on ne va pas vous reprocher cette fois-ci, c'est que vous ne lisez pas vos notes, vous vous adressez directement avec le public, même si votre exposé est parfois un peu désorganisé, vous revenez en arrière, c'est pas ça qui compte, c'est que vous vous adressez directement au public. Hein. C'est des qualités qu'il faut savoir développer. J'imagine que c'est le fruit du système éducatif québécois qui valorise davantage la photo. Puisque si j'ai remarqué déjà aux étudiants d'Amérique du Nord, notamment québécois, qu'il y avait cette aisance orale qui nous manque ici, malheureusement en France, mais c'est un peu le système français qui fait ça. Alors, ça c'était bien, hein, c'était un exposé très conceptuel, comme vous l'avez compris, parce que Hannah Arendt n'est pas une historienne, c'est une... Vous ne répondez pas. C'est une philosophe. Hein. Alors, il aurait fallu quand même présenter Hannah Arendt, c'est bien de présenter l'épisode du procès d'Eichmann, mais dire qui elle est, s'il vous plaît. D'abord, elle est juive, allemande, Ouais. mais elle a été la maîtresse de Heidegger. Heidegger, ce qui est un comble quand même. Parce qu'il est devenu nazi par la suite. Ouais. Voilà. Alors, expliquez à vos camarades qui est Heidegger et quelles sont les relations entre Hannah Arendt et Heidegger. Heidegger, c'est un philosophe qui gravitait autour de l'école de Francfort, je pense. Non. Qu'est-ce qu'il a enseigné, je me souviens plus. Ok, ben, en gros, c'est un philosophe super important qui est encore lu aujourd'hui et elle a été son élève et sa maîtresse. Et par la suite, Heidegger est devenu un nazi lui-même. Donc, ça crée... Dans ce film-là, en fait, ils en parlent aussi beaucoup. Ça crée une espèce de lien difficile dans son passé où est-ce que elle a quand même aimé l'homme, elle renie pas son amour nécessairement, mais c'est compliqué. Vous avez parlé aussi de son exil en Amérique, vous avez évoqué l'épisode majeur de Eichmann, parce qu'elle a écrit un ouvrage sur Eichmann, mais c'est pas seulement un épisode majeur dans son parcours intellectuel. Le procès d'Eichmann, c'est un épisode majeur dans l'opinion publique internationale. Enfin, on fait le procès d'un criminel nazi que les services secrets israéliens sont allés chercher en Argentine, qu'ils ont enlevé illégalement, et ce procès permet de mettre à jour le système nazi, le génocide et la prise du conscience du caractère particulier de la tragédie de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire le génocide juif. Mais il y avait un oral là-dessus. Pardon ? Il y avait un oral là-dessus. Je voulais pas trop Oui, empiéter dans... Vous pouvez en parler un petit peu à ce moment-là. Bien, alors on va accélérer un petit peu. Alors, j'avais dit à l'équipe, allez-y si vous voulez. Oui, parce que vous, c'est l'Anschluss, c'est les années 30. Alors, on va faire un petit retour en arrière, c'est pas tout à fait chronologique, c'est pas grave. Allez-y.